8 semestres. Dès la première année, chaque résident doit assister à des formations qui sont assurées par le collège de spécialité. Par la faculté aussi, il s'agit là de l'enseignement du 3e cycle des études médicales. Ces formations peuvent être organisées de façon conjointe avec d'autres spécialités, bien sûr. Le résident en physiologie, il doit assister aussi aux cours de physio qui sont dispensés pour le premier cycle des études médicales à la faculté. Voilà, donc ça c'est pour la physiologie. Maintenant, pour ce qui concerne l'exploration fonctionnelle. Chaque résident qui choisit la spécialité doit, dès son premier stage, choisir une sous-spécialité dans les explorations fonctionnelles. Et là, je précise pour ce qui concerne ces sous-spécialités, il y a d'abord l'exploration fonctionnelle respiratoire. Je commence par le faire puisque c'est mon domaine. Ça comprend la spirométrie, la plétismographie, la mesure de la DLCO. Ce sont des explorations fonctionnelles de base qui sont dispo pratiquement dans tous les services de pneumologie. Il y a aussi l'épreuve d'effort. L'épreuve d'effort cardio-respiratoire, ça existe au service de pneumo, l'hôpital Moungislim, à l'hôpital militaire aussi. Et il y a l'exploration du sommeil pour les patients qui ronflent, qui ont des problèmes respiratoires pendant le sommeil. C'est ce que je fais moi-même au service de pneumologie à l'hôpital La Rata, mais ça existe aussi dans les autres services de pneumologie. Voilà. En plus de l'exploration fonctionnelle respiratoire, il y a d'autres sous-spécialités à Tunis qui sont bien développées à Tunis, comme l'exploration fonctionnelle digestive au service de gastrologie de l'hôpital La Rata. Donc, c'est tout ce qui concerne la manométrie, la pH-métrie et tout, de façon générale, toutes les explorations fonctionnelles digestives. Il y a l'urodynamique aussi au service d'urologie de l'hôpital Charles-de-Gaulle. Bon, en dehors de Tunis, entre Sousse, Monastir et Sfax, il y a d'autres sous-spécialités comme l'exploration fonctionnelle cardiovasculaire. Ça comprend entre autres la capillaroscopie, les explorations fonctionnelles endocriniennes et les explorations neurophysiologiques. Donc là, il s'agit des explorations fonctionnelles du système nerveux qui comprennent l'électroencéphalographie, l'électromyographie, les potentiels évoqués, ainsi de suite. Donc voilà pour résumer. En plus d'une formation en physiologie, chaque résident doit, dès le choix de la spécialité, il doit se former dans une sous-spécialité en exploration fonctionnelle pendant 8 semestres. Et pour plus tard, il est possible de choisir le secteur privé pour les explorations fonctionnelles ou bien de faire la carrière hospitalo-universitaire où il y a en plus l'enseignement de la physiologie et la recherche scientifique, expérimentale et clinique. Voilà. Avant de terminer là, nous encourageons vivement les stages à l'étranger, surtout lorsqu'il s'agit de développer d'autres secteurs en exploration fonctionnelle. Donc, je prends l'exemple de l'exploration fonctionnelle en ORL. C'est très important. Il s'agit de l'exploration des vertiges ainsi que d'autres. Voilà, Dr Snen, je pense que je ne sais pas si j'ai répondu à... Pour les CEC, Dr Wahchi, les CEC qui sont assurés à notre faculté ou aux autres facultés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme, on va dire, comme formation complémentaire lors de leur cursus, les résidents? Alors justement, dans notre faculté, à ma connaissance, il y a le CEC en pathologie du sommeil, sur une durée de 1 an avec un mémoire. Ah non, je ne suis pas sûr. Avant, je pense 2 ans, Dr Wahchi. C'est pour 2 ans. Donc maintenant, c'est devenu pour 2 ans, donc avec soutenance d'un mémoire.
Il y a le CEC en exploration neurophysiologique. Et donc les CEC donc à Tunis qui sont intéressants pour des résidents en physiologie. À Sousse, il y a le CEC pardon, à Tunis aussi, il y a le CEC de ventilation non invasive. Excusez-moi, pour des CEC, il y a eu l'année dernière, il y a eu deux nouveaux, il y a eu deux. Hein? Oui, le CEC de VNI, c'est récent. Oui. Voilà, et puis à Sousse, il y en a des CEC. Comment ça s'appelle? Donc, le CEC de ventilation de VNI aussi, donc la prise en charge des malades. C'est les CEC de ventilation, oui. Nous, à Tunis, c'est depuis, on va dire, 2-3 ans qu'il est là, le CEC. À Sousse, ça existe depuis plusieurs années, une dizaine d'années minimum. Et justement, j'ajoute, il y a le CEC de réhabilitation respiratoire aussi à Sousse. Oui. Voilà. Pour le collège, Dr Wahchi, est-ce qu'il y a une formation continue dans le cadre du collège, des cours, des EPU qui se font de façon régulière? Ben oui, il y a des formations qui se font en ligne, une fois par mois environ, et il y a des formations qui se font en présentiel. Soit des fois, donc, ce sont des formations qui sont organisées de façon commune avec le collège d'autres spécialités, hein, comme le collège de néphro, comme le collège d'ORL, comme le collège de neurologie. Des formations comme il y a eu le Covid et tout, on n'a pas eu... oui, c'est comme toutes les spécialités, pas justement, beaucoup d'activités. Mais récemment, donc samedi dernier, il y a eu une formation en présentiel, donc avec le collège... Donc, le collège de physio et le collège de néphrologie. Donc, c'était organisé à Sousse. Et pour plus tard, il y aura sûrement d'autres, on va organiser d'autres formations en présentiel. Hein. Donc, ça sera des journées de collège, soit la physio seulement ou bien la physio avec d'autres spécialités, hein, des journées communes. Docteur Wahchi, pour l'accès au poste hospital universitaire, je pense que c'est un peu flou pour les jeunes puisqu'ils vont faire un passage par différentes spécialités, on va dire. Ils peuvent passer par exemple, le service de pneumo-larapta où ils vont faire une spécialisation en physiologie respiratoire. Par la suite, ils vont passer par d'autres services où il y a une spécialisation en neurodynamique et autres. Par la suite, le jour où ils décident de passer le concours d'assistanat, est-ce que avec tout ce bagage-là, probablement, ils vont être dans une unité sous-spécialisée. Comment ça va être par la suite, la transition, la formation? Est-ce que ça va de soi que n'importe quel poste pourra convenir à n'importe quel candidat? Alors justement, dès le début, bon, c'est vrai, la formation, ça sera pas pendant 8 semestres, c'est uniquement pour une formation en exploration fonctionnelle respiratoire, par exemple, en pneumologie. Mais bon, ça n'empêche pas, dès le début, il faut choisir une sous-spécialité. Bon, il y a la formation en physiologie, et là, le résident en physiologie, il doit assister aux cours qui sont dispensés pour le PCEM. Mais pour l'exploration fonctionnelle, il faut bien choisir, c'est impossible de faire tout. Hein, donc, ils vont pas... chaque résident, il doit choisir dès le début une sous-spécialité. Voilà. Par exemple, l'exploration fonctionnelle respiratoire, évidemment, il va passer essentiellement dans des services de pneumologie ou bien des services d'exploration fonctionnelle. Les béchins neurodynamiques, évidemment, justement, un stage optionnel. Donc, voilà. Il y a un stage, il y a neurodynamique, par exemple, hein. Oui. Il y a un stage optionnel en neurologie. D'accord. Éventuellement en néphrologie aussi. Et puis, le reste de pour les autres semestres,
Bon, il y aura peut-être un ou deux autres stages optionnels. Ça sera éventuellement en biochimie ou en pharmaco, mais sinon le reste, c'est en exploration fonctionnelle dans le domaine où le résident va se spécialiser. Voilà. Voilà, donc le choix se fait d'emblée au début du cursus pour voir Oui, l'affinité et l'orientation pour qu'il y ait une formation vraiment optimisée dans ce sens-là. tout à fait, tout à fait. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Les jeunes, est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Sinon, on va passer à Dr Gal, elle est déjà avec nous. Bonsoir, Dr Snen. Bonsoir, Dr Gal, marhaba bik. Merci pour l'invitation. Si vous n'avez pas d'autres questions, donc on peut Oui. passer à Oui, la je pense. dermatologie. Oui, oui. Alors je me présente. Donc, je suis Dr Soumaya Gara, assistante en dermatologie à l'hôpital Charles-Nicolle. Marhaba bik. Donc, je vais vous parler un peu de la spécialité de dermatologie, du parcours et des perspectives. Donc, tout d'abord, pour commencer, la dermatologie, c'est une spécialité médicale. Il y a peu d'urgences dermatologiques. Donc, on traite des pathologies qui sont assez variées, qui concernent la peau, les muqueuses et les phaneres. Donc, concernant le cursus de Résidana, il se déroule sur 4 ans, soit 8 semestres en totalité. Donc, il y a des stages obligatoires qui se font dans les services de dermatologie, dans les différents centres hospitalo-universitaires. Et on peut aussi faire un ou deux stages optionnels. Donc, généralement, c'est donc un semestre qui peuvent se faire dans les services soit d'anatomie pathologique, de chirurgie maxillofaciale ou de médecine interne. Donc, pour les stages obligatoires, il y a 4 terrains de stage à Tunis, un terrain de stage à Sfax et 2 services à Sousse et à Monastir. Il y a aussi donc la possibilité de faire des stages à l'étranger, soit au cours du cursus de résidana ou après. Donc, c'est soit dans le cadre d'un diplôme de formation médicale spécialisée ou dans le cadre d'un stage observateur ou de stagiaire associé. Donc, sinon, après la fin du cursus, donc on peut opter soit pour une pratique en privé ou soit pour une carrière hospitalo-universitaire. Donc, c'est une spécialité qui permet d'être assez autonome après le cursus de résidana. Donc, sinon, pour ceux qui veulent exercer à l'étranger, il faut réussir et valider les épreuves de vérification des connaissances. Mais il faut savoir que les postes, ils sont moins nombreux par rapport à d'autres spécialités qui sont plus prisées donc à l'étranger. Sinon, pour la formation médicale au cours du cursus de résidana, donc il y a plusieurs manifestations scientifiques qui sont organisées soit par donc le collège ou la Société tunisienne de dermatologie et de vénérologie ou des associations donc privées. Donc il y a aussi les enseignements post-universitaires donc qui se font dans les services de dermatologie. Il y a aussi des cours qui sont assurés par le collège pour les résidents, donc soit des cours en présentiel ou des cours en ligne. On peut aussi faire des diplômes universitaires et des certificats d'études complémentaires. Donc, en Tunisie, on a donc plusieurs diplômes comme le diplôme de dermatologie pédiatrique, la podologie, les plaies et cicatrisations donc à Tunis. Donc, à Sousse, on a un diplôme de dermatologie esthétique et de laser et à Sfax, on a un diplôme de dermoscopie. Sinon, on peut aussi faire des diplômes à l'étranger, soit pendant le cursus de résidana ou après. Sinon, pour l'activité dans les services de dermatologie, elle se répartit comme suit. Donc, il y a une activité de consultation, une activité à la salle d'acte, et il y a aussi des patients qui sont hospitalisés dans le service. Donc, en dermatologie, on prend en charge un nombre considérable de pathologies. Donc, surtout, il y a des pathologies chroniques qui peuvent altérer le pronostic fonctionnel et esthétique. Donc, on a recours à certains nombres d'examens complémentaires et parfois des avis spécialisés. Donc, on travaille beaucoup avec d'autres spécialités, en particulier l'anatomie pathologique.
mais aussi donc la chirurgie maxillofaciale, la chirurgie plastique, l'immunologie et la médecine interne. Donc, au cours des stages de résidanat, donc les résidents, donc ils doivent maîtriser donc la dermatologie générale, mais il y a aussi beaucoup de sous-spécialités, donc qu'on peut découvrir donc dans les différents terrains de stage, comme par exemple donc la dermatologie pédiatrique, la chirurgie dermatologique, la dermatologie esthétique, les lasers, la pathologie de l'ongle et des cheveux, et aussi la dermoscopie. Donc, sinon, il y a aussi la dermatologie esthétique qui fait partie de l'activité du dermatologue, qui va être découverte au fur et à mesure de l'apprentissage de donc, la spécialité. Donc, voilà, je pense que j'ai parcouru donc, la spécialité avec ses différentes facettes. Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Donc, Oui, et là, pour moi, je vais poser surtout la question qui est en vogue, on va dire, la dermato et l'esthétique, le laser, les gestes. Je pense que c'est vraiment, ça fait la une, on va dire, partout. Donc, la formation des résidents, l'autonomie en fin de cursus, est-ce qu'ils sont capables de réaliser tous les gestes actuellement qui sont en vogue vraiment? Votre expérience, docteur Gala, par rapport à ça. Donc d'abord pour la dermatologie, donc pour les actes qui se font donc dans les services de dermatologie, il s'agit essentiellement d'actes de chirurgie dermatologique, de chirurgie de l'ongle, des exérèses. Ce n'est pas essentiellement donc des actes de dermatologie esthétique. Aussi on fait les lasers donc à visée donc thérapeutique et non pas seulement donc esthétique. Donc la dermatologie esthétique, elle fait partie de la dermatologie, mais ce n'est pas, ce n'est pas donc la spécialité en elle-même. Il y a beaucoup de sous-spécialités. Donc, pour l'apprentissage de l'esthétique, donc il peut se faire essentiellement par des formations donc spécialisées, par des masters au cours des congrès, mais pas essentiellement au cours des terrains de stage. Donc, dans les terrains de stage, donc, les résidents, ils vont apprendre donc la dermatologie donc générale, donc les pathologies. Il y a aussi l'oncodermatologie, donc la dermatologie pédiatrique, donc la chirurgie dermatologique. Et donc, il y a une formation en parallèle pour la dermatologie esthétique pour ceux qui veulent donc se spécialiser en dermatologie esthétique. Il faut faire des formations donc supplémentaires. Il faut donc assister donc aux manifestations scientifiques et ce n'est pas essentiellement donc l'activité dans les centres hospitalo-universitaires. D'ailleurs, on remarque qu'il y a des médecins, on va dire des médecins généralistes qui sont anciennement placés et qui travaillent depuis un bon moment donc en ville, qui font les formations lors des congrès ou même des petits DU et tout. Et par la suite, ils exercent, ils font les actes. C'est pour cela que je demandais la question par rapport à la formation. C'est une activité qui est très donc rémunérée en privé. Oui, donc c'est pour cela que il y a beaucoup de personnes qui veulent donc se spécialiser en dermatologie esthétique, mais donc en ce qui concerne la spécialité, donc elle reste elle est complémentaire donc à la pathologie et à la chirurgie dermatologique. Elle ne constitue pas une part donc importante et principale donc dans l'activité quotidienne, surtout dans les centres hospitalo-universitaires. D'accord. Il y a une question qui a été posée par les jeunes pour déjà, est-ce qu'ils disent au niveau des CHE, est-ce qu'il y a les lasers qui sont bien disponibles partout? Le matériel, est-ce qu'il est toujours disponible? C'est ça leur préoccupation, on va dire. En fait, pour les lasers, il n'y a pas tous les types de lasers qui sont disponibles au centre hospitalo-universitaire. Donc, il y a le laser CO2. Donc, à l'hôpital militaire, il y a d'autres lasers qui sont, je pense, disponibles, mais donc à l'hôpital Charles-Nicolle et donc à Habib Semer, donc on n'a pas donc une plateforme qui est bien qui est très spécialisée en laser et en dermatologie esthétique. Donc, très bien. Il y a une autre question, il demande pour les stages optionnels en dermato. Est-ce qu'il y a des stages optionnels obligatoires à faire lors du cursus d'un résident? Il n'y a pas de stages optionnels qui sont obligatoires,
Mais généralement, les résidents, ils optent pour un stage d'anatomie pathologique, donc au cours des 4 ans de résidanat, parce que donc la dermatopathologie, elle occupe donc une part très importante dans la pratique quotidienne. Donc, elle permet de faciliter donc l'apprentissage de la spécialité. Donc, c'est pour cela que il est souhaitable de faire donc une formation complémentaire en dermatopathologie pendant donc les 4 ans de résidanat. D'accord. Est-ce que la spécialité, elle est encore ouverte, on va dire, dans le cadre des recrutements, des nouveaux HU et tout? Est-ce qu'il y a toujours des postes? Oui, donc elle est ouverte donc pour en ce qui concerne donc la carrière hospitalo-universitaire. Donc c'est au cas par cas. Donc c'est variable en fonction donc selon donc le besoin, selon les postes, les services, mais c'est généralement donc accessible donc pour ceux qui veulent opter pour une carrière hospitalo-universitaire. Il y a toujours donc des postes donc à Tunis, à Sousse et à Monastir et à Sfax. D'accord. Et je pense pour le privé, ça travaille très bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc il y a toujours donc la pathologie dermatologique en privé. Donc même si on ne maîtrise pas donc très bien donc l'esthétique et tout, il y a toujours donc la pathologie et donc les actes qui il y a aussi une question qui a été posée, c'est dans le cadre légal, on va dire, des pratiques esthétiques. Par exemple, nos jeunes qui vont faire médecine de famille, ils décident par exemple de faire une formation complémentaire en esthétique. Est-ce que pour exercer, il y a une obligation d'avoir un diplôme en dermato? Est-ce que c'est légal d'exercer et de faire les gestes alors qu'on a uniquement cette formation et ce diplôme, on va dire entre parenthèses, de cette petite formation? Oui, c'est possible d'exercer, donc c'est légal d'exercer en tant que médecin esthétique après avoir réalisé une formation donc ou un diplôme en médecine esthétique. Donc c'est tout à fait légal en Tunisie comme en France. Donc on n'a pas besoin d'être dermatologue donc pour pouvoir s'inscrire donc dans les formations donc de médecine esthétique, donc surtout donc à l'étranger, en France. Donc les médecins généralistes, ils peuvent donc faire un diplôme en médecine esthétique et en laser à l'étranger, et ils peuvent donc travailler en Tunisie donc en tant que médecin esthétique, et c'est tout à fait donc possible et légal. Très bien. Je vois que Manel Montassar a levé la main. Je ne sais pas, Manel, si tu veux poser une question, tu peux allumer ton micro et la poser. Sinon, tu peux écrire au niveau du chat. Sauf si c'est une erreur, tu as appuyé par inadvertance sur la main. On pourra libérer Dr Gara. Elle a fait le tour de la question. Merci beaucoup, Dr Gara. Donc, merci à vous. Marhaba bik. Donc, je pense qu'on va inviter actuellement Dr Meshergui Najla pour nous parler de la médecine de travail. Dr Meshergui. Oui, bonsoir, Dr Snell. Bonsoir, marhaba, cher ami. Bonsoir tout le monde. Hi, marhaba bik. Et merci pour l'invitation. Alors, je vous laisse nous faire découvrir la médecine de travail. Ok, merci beaucoup. Alors, donc, la médecine du travail. Alors, tout d'abord, donc, ça fait partie donc des médecines préventives. C'est important à savoir pour les jeunes que c'est une médecine préventive. Donc, on ne fait pas de thérapeutique, sauf en cas d'extrême urgence. Le cursus de résidanat se déroule sur 4 ans, avec 2 stages, pour le moment, 2 stages d'optionnel obligatoire. Donc, un stage en pneumologie et un stage en dermatologie. Donc, en attendant donc les changements dans le cursus, probablement il y aura des stages optionnels, donc un stage qui va être choisi donc parmi la rhumato, la psychiatrie, la médecine physique, l'épidémiologie, etc. Donc, il y aura probablement un stage donc optionnel choisi par le résident. Et les autres stages donc se déroulent donc dans les différents services hospitalo-universitaires de médecine du travail, donc à savoir à Chernicole,
à l'ARABTA, Abdelrahman Memi, à l'Institut de santé et sécurité au travail. Donc, c'est un institut qui fait partie du ministère des Affaires sociales, puisque la médecine du travail donc, a un double versant. Donc, les médecins hospitalo-universitaires appartiennent au ministère de la Santé, tandis que les médecins du travail du terrain appartiennent donc au ministère des Affaires sociales. Donc, il y a un service à Sousse, un service à Monastir, un service à Média et un service à Sfax. Pour le moment, donc, les résidents doivent faire un roulement donc, parmi les services proposés et probablement il y aura un roulement donc, par faculté. Donc, ça sera donc négocié lors des prochaines réunions du collège. Concernant donc les cours, donc les certificats complémentaires, donc il y a le CEC de prévention du risque professionnel qui dure 2 ans à Tunis. Il y a un CEC de dermatologie professionnelle à Sousse, de pneumologie professionnelle. Il y a un CEC de toxicologie à Sfax et un nouveau CEC qui vient d'être démarré donc à Monastir de médecine du travail hospitalière. Donc le résident peut aussi faire d'autres CEC comme la toxicologie ou l'épidémiologie ou la radioprotection. Donc les cours de collège se font donc d'une façon régulière, donc un roulement donc par faculté. Donc, il y a un programme établi à l'avance et donc tout un programme donc qui va être suivi par le résident. Concernant donc les stages à l'étranger, etc. Donc, il y a la possibilité d'effectuer un stage d'observation ou de stagiaire associé. Donc, bon, après pour donc les EVC, donc les postes varient. Donc il y a eu donc une grande ouverture. Donc, il y a 2 ans, il y a eu une cinquantaine de postes, mais l'année dernière, il n'y avait que 3 postes. Donc, après l'année prochaine, je ne sais pas. Quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Pour la carrière hospitalo-universitaire. La carrière hospitalo-universitaire. Alors, elle est possible. D'autant plus que la médecine du travail, donc grâce à l'épidémie de Covid, donc il y a eu une ouverture donc de postes, à savoir donc on a un nouveau service hospitalo-universitaire à Habib Temr, donc il y a une assistante et en fait donc le spécialiste en médecine du travail, donc il peut exercer à l'hôpital comme médecin spécialiste. Donc, grâce à la Covid, donc le ministère de la Santé donc, prévoit d'ouvrir un service par hôpital, donc dans toute la Tunisie, où il peut aussi exercer dans le privé, soit au sein d'un groupement de médecine du travail. Donc, il y a 24 groupements répartis sur les 24 gouvernorats de la Tunisie, où il y a un manque de médecins du travail, où ils peuvent exercer dans les grandes entreprises et travaillera à plein temps avec donc un petit service de médecine du travail. Donc, il peut être assisté soit par un infirmier ou un assistant. Et aussi, donc, il sera aussi aidé par les préventeurs. Donc, il y a plein de gens qui travaillent donc autour de lui, comme qu'on appelle maintenant les techniciens en hygiène, sécurité, environnement. Il peut aussi travailler avec des ingénieurs. Donc, il y a une pluridisciplinarité donc que je pense va être développée donc d'ici quelques années, et donc il travaillera en équipe. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Docteur Machilgui, pour les stages à l'étranger, à part un stage de formation, est-ce que on voit très bien que c'est en vogue l'examen d'équivalence? Est-ce que la médecine du travail, elle est possible à l'étranger? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, elle est possible.
et on a une grande fuite vers l'étranger, malheureusement. Oui, comme toutes les spécialités, malheureusement. Oui. Malheureusement, oui. Donc, comme j'ai dit, il y a eu une forte demande donc, il y a 2 ans. Donc, l'année dernière, il y a eu que 3 postes. Je ne sais pas dorénavant combien il y aura de postes de proposés. D'accord. Puisqu'en fait, il y a eu, bon, en France, hein, il y a eu un changement de législation du travail. Et donc, il y aura, parce que eux, ils sont en pénurie de médecins du travail. Et nous aussi, en Tunisie, on est en pénurie. Oui, d'ailleurs, j'allais aborder le sujet de la formation des médecins généralistes qui sont Oui. recrutés en tant que médecins de travail. Est-ce que le volet de la chose, je connais certains médecins généralistes qui font le DU, donc de médecine de travail, on va dire, et qui peuvent travailler même au privé, auprès de sociétés ou autres. Oui, oui, tout à fait. Donc, ce CEC, donc avant c'était un master, maintenant c'est un certificat d'études complémentaires. Donc, en fait, le médecin généraliste, avec ce CEC, il peut exercer comme médecin du travail, entre guillemets, d'accord, mais il ne sera pas un spécialiste, d'accord? C'est uniquement une compétence. Oui. Comme Et donc, on vient de voir avec Dr Gara, je pense, c'est la même chose. Peut-être, oui, je pense. Et en fait, ce CEC permet donc de couvrir un petit peu la pénurie qui existe. Donc, comme toutes les spécialités, donc il y a une inégalité régionale. Donc, où on a certains groupements où il y a 0 médecin. Par exemple, à Béja, ils ont 0 médecin dans le groupement. Et en fait, c'est un médecin interniste qui est en train donc d'exercer la médecine du travail à Béja. Donc, il y a une demande. Et on a, nous, en fait, les hospitalo universitaires et les anciens, nous sommes en train de batailler, entre guillemets, pour changer un petit peu la législation, il y a plein de choses. Il y a un grand chantier qui est ouvert et on essaye donc d'améliorer les choses. Mais il y a une demande en Tunisie. Certes, il y a des contraintes, mais il y a une demande et je pense il y a un avenir, donc, pour les jeunes qui souhaitent rester en Tunisie. Très bien. Le collège, il est actif, je pense, et il y a des formations qui se font au fur et à mesure. Oui. Il y a des cours qui sont réalisés donc à tour de rôle dans chaque faculté. Donc le prochain, il aura lieu à Tunis début juin. Et donc c'est à chaque fois donc une faculté qui assure donc la formation des résidents avec un programme donc établi par tous les enseignants de la spécialité. Très bien. Et la société, très bien. Oui. Et la société, elle est active, il y a les congrès, donc il y a la formation. Oui, on vient de terminer notre congrès. Voilà, très bien. Voilà. Et de toute façon, on est une spécialité pluridisciplinaire, on touche à toutes les spécialités. Donc la pneumo, la dermato, la rhumato, la psychiatrie, l'ORL, l'oncologie, plein de spécialités. Donc, on n'assure pas, bien sûr, comme je vous ai dit, on n'est pas des médecins thérapeutes, on est des médecins préventeurs, mais on doit connaître un petit peu toutes les spécialités. Oui, d'ailleurs, je confirme pour la pneumo, on reçoit des résidents de médecine de travail et vraiment, tabarakallah alayhom, ils sont très, très impliqués parce qu'ils trouvent une grande partie de ce qu'ils voient dans leur quotidien dans la pneumologie, surtout les pneumopathies infiltrantes diffuses, les expositions. C'est vraiment, c'est un stage très intéressant pour eux et je trouve qu'ils apportent beaucoup. Lorsqu'on a un patient qui vient, qui a une exposition professionnelle, ils nous aident énormément dans le déblayage de l'exposition, les tableaux, la durée d'exposition et tout. Donc, vraiment, c'est une belle spécialité. Merci beaucoup. Merci. De rien. Alors, si vous avez des questions, sinon, marhaba bik, ma chère Nicole. Donc, vous aurez donc des personnes qui vous répondront, à vos questions, etc. Très bien. Je vois que notre amie Jihen Marakchi, elle est avec nous. Jihen. Oui, bonsoir. Bonsoir, chère amie. Donc, Dr Jihen Marakchi va nous parler de l'ORL.
Donc, sans plus tarder, je l'invite à nous faire découvrir la spécialité. À toi la parole, Jihen. Merci. Bon, merci de me donner cette chance de parler de ma spécialité. Comme tout le monde ici, on va tous défendre nos spécialités respectives. Je vais te dire, Mabrouk, en live pour ton nomination pour la chefferie au service d'ORL à l'hôpital Manzil Bourguiba. Merci, c'est gentil. Et j'espère vous voir chez moi, on va dire. Je vous invite. Oui, oui, tu vas faire la promotion. Oui, je vais faire la promotion de mon service aussi. Ah oui, tiens, si j'ai le droit, je dirai de bonnes choses sur mon service. Allez. Donc, par rapport à l'ORL, ce que je vais dire déjà, tout le charme de cette spécialité, c'est qu'on a la chance de faire une spécialité médico-chirurgicale. Donc, pour ceux qui aiment le côté médical et le côté chirurgical, nous, on a la chance d'avoir les deux, tout simplement. Et comme son nom l'indique, ORL, c'est-à-dire auto, c'est tout ce qui est otologie, rhino, tout ce qui est rhinologique. Et laryngologie, c'est pas seulement la laryngologie, c'est toutes les voies aériennes supérieures. Et on fait aussi la chirurgie cervico-faciale, dans toute la région cervico-faciale. Ce qui ne se ressort pas dans la dénomination, c'est qu'on fait aussi les explorations audiométriques et les explorations vestibulaires, c'est tout ce qui est vertige. Et là, c'est vraiment un monde à part. Et ce qui est bien avec l'ORL, c'est que de plus en plus, on peut se sous-spécialiser. Ça, c'est bien. Et c'est une chance qu'on a. Donc, on a tous le même cursus. Et actuellement, c'est un cursus de 5 ans de spécialité avec des stages optionnels. Un stage optionnel, c'est soit la chirurgie maxillofaciale, la neurochirurgie, il y a aussi la chirurgie générale. Et comme je l'ai dit, tous les résidents, ils vont avoir le même cursus, plus ou moins. On peut tout faire. Après, c'est une question de feeling. On peut se sous-spécialiser, que ce soit dans le côté médical, le côté chirurgical, les explorations. Il y a même des ORL qui font que de l'exploration et ça marche très bien, je me permets de le dire. Même pour la chirurgie, on peut se spécialiser par rapport à une zone anatomique. On peut ne faire que n'opérer que l'oreille ou n'opérer que les fosses nasales. Donc, c'est ça le charme de cette spécialité-là. On ne s'ennuie jamais, tout simplement. Après, par rapport au stage des résidents, on a la chance d'avoir plusieurs services hospitaliers universitaires sur tout Tunis. Donc, je viens d'en compter, on est 13. Alors, pour le Grand Tunis, il y a Rabt, l'hôpital Charles-Nicolas Habib Femer, Salah Aziz, qui est spécialisé dans tout ce qui est carcino-ORL, Montgislim, les Fessi, l'hôpital militaire. Un petit coup de cœur pour Manzil Bourguiba, bien sûr. C'est un nouveau service et donc c'est tout nouveau, moi je dirais. Et c'est avec une nouvelle âme qu'on est en train d'entamer on va dire cette aventure. Donc je vous invite. Alors il y a aussi Nebel, Sfeqs, Mstir, Chous, Mehdi. Donc déjà pour attirer votre attention que par rapport aux résidents, il y a aussi Sidi Bouzid. Donc 14 services en tout et pour tout. Donc ça, pour attirer l'attention des résidents, c'est qu'il n'y a pas de problème par rapport au stage. C'est toute la Tunisie, moi je dirais. Et c'est bien de faire le maximum de stages pour voir le maximum de choses parce que chaque service, il est spécialisé, on va dire, dans quelque chose. Donc c'est bien de faire le tour. Ce que j'ajouterais par rapport à cette spécialité-là, c'est que puisqu'on a cette possibilité de faire le côté médical, donc on travaille vraiment en collaboration. Oui, et en plus à Kourouan, bravo. Merci, oui, en plus à Kourouan, j'ai oublié Kourouan. Donc on a aussi à Kourouan. Ça va. Donc 15 services déjà. Tiens, j'ai oublié Kourouan, je m'excuse. Docteur Khalil, que je suis une très bonne amie, c'est un très bon ami à moi. Vraiment, s'il m'écoute, il va m'en vouloir. Donc, et aussi Kourouan. Et on a la chance, puisqu'on fait une spécialité médicale, on a la chance de collaborer vraiment avec beaucoup de spécialités, notamment les pneumologues. Et Houdé, Dr Snen, elle est là pour témoigner de tout ce qu'on a pu faire ensemble tout au long, que ce soit pour les congrès, pour tout ce qui est par rapport à les enseignements des externes, des résidents aussi. Donc, on a la possibilité de travailler avec les internistes, bien sûr, les chirurgiens maxillofaciaux, les chirurgiens, l'imagerie, aussi le médecine de travail. Donc, vous voyez, on a ce côté médical qui nous permet de travailler avec les autres spécialités. Donc, on reste assez proche de la médecine, moi je dirais de la médecine générale, si je puis me permettre de le dire. Aussi, tout ce qui est pédiatrie, l'ORL pédiatrique, c'est vraiment quelque chose, c'est une sous-spécialité, moi je dirais même qui a beaucoup de charme et qui est très, très intéressante.
Et au cours de ce cursus-là, les résidents ont la possibilité de faire des CEC. Il y en a à la fac de médecine de Tunis, aussi les autres facultés, c'est pas ça qui manque. Et par rapport, et d'habitude, les résidents me posent la question par rapport s'ils veulent faire des stages à l'étranger. Oui, la possibilité, elle existe. Ce sont les mêmes chances que les autres spécialités. Moi, je dirais, c'est toujours bon d'aller voir les, on va dire, les services à l'étranger. On apprend toujours, mais c'est avec un pincement de cœur que je le dis d'une certaine manière. Je voudrais pas que donc c'est ça ce que je voulais dire. Mais sinon, c'est une très belle spécialité. Je vous invite, si vous avez la possibilité de le faire, pourquoi pas de choisir de faire ce choix-là. Mais je vous conseille, avant de faire votre choix, d'aller faire les tours de quelques services, de poser la question aux résidents. C'est sûr, leur point de vue à eux, il diffère un peu de notre point de vue, c'est normal. Et voir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que pour ce qui est, on va dire, des formations par rapport au collège? Bien sûr. Alors, on a les collèges. On a un collège qui reprend cette année. Moi, je dirais parce que les 2 dernières années, c'était pas très actif à cause du Covid, mais là, ça reprend en force. Donc, on a bien sûr le collège. On a les congrès qui sont très actifs. Moi-même, je suis membre du bureau de la Société tunisienne d'ORL. Sont très actifs, bien sûr. On a aussi comme je l'ai dit, on a la possibilité d'assister à d'autres congrès. Par exemple, au congrès de pneumo, on a toujours des choses à présenter. Prochainement, le congrès de sommeil aussi avec les pneumologues. Donc, oui. C'est pas ça. Oui, j'ai été invitée. Donc, c'est pas ça qui manque. Donc, pour tout ce qui est congrès, oui. Pour tout ce qui est, on a fait quelques expériences à la faculté de médecine avec des cours de dissection de la chirurgie de l'oreille moyenne. Donc, j'espère qu'on va pouvoir reprendre ça. Donc, on essaie de faire de notre mieux. Moi, je dirais, Inch'Allah, on va reprendre ça. Donc, par rapport à tout ce qui est formation, je pense les CEC aussi. Oui, les CEC, je l'ai dit à la fac de médecine de Tunis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le CEC d'imagerie ORL qu'on a entamé cette année, une très belle expérience, l'imagerie ORL et maxillofaciale. On peut faire l'immunoallergologie avec les pneumologues. On peut faire la pathologie du sommeil. Donc ça aussi, c'est vraiment très, très intéressant. Donc vous voyez, on a cette chance-là de faire des choses avec les autres. Et moi, j'adore cette pluridisciplinarité et vous allez voir ça au cours de la prise en charge des patients, parce qu'un patient, c'est pas seulement un nez, c'est pas seulement une oreille, c'est un tout, en fin de compte. Et c'est bien avec notre spécialité le fait d'avoir un regard global par rapport à ce patient-là. Donc ça, c'est par rapport. Alors, et pour les autres, il y a d'autres CEC dans d'autres facultés, comme la fac de Et moi, je dirais que parmi toutes les spécialités, c'est important, on est à peu près 45 universitaires actifs pour le moment. Je parle seulement de la fac de médecine de Tunis. Donc, on est à peu près 45 universitaires actifs, ce qui est vraiment un chiffre remarquable, moi, je dirais. Même si on remarque par rapport au service, par exemple, le service de Rabta, on était 9 seniors, ce qui est extra. Donc, ça, pour vous dire que ce ne sont pas les postes qui manquent. La demande y est. On demande chaque année, on demande dans les 3-4 postes. Et alhamdoulilah, même les candidats, oui, ils veulent passer, ça nous fait vraiment plaisir. Et je pense que c'est un plus lorsqu'on fait une carrière hospitalière universitaire, ça nous permet de nous perfectionner dans certaines, bon, si on parle de la chirurgie, dans certaines techniques chirurgicales, ça nous permet de savoir quelle sous-spécialité on voudrait faire. C'est vraiment un plus. Ça nous oriente dans notre façon d'aborder cette spécialité. Parce qu'au bout de 5 ans de spécialité, on n'est pas assez mature pour savoir qu'est-ce qu'on vraiment, en quoi on a vraiment envie de se spécialiser. Donc, c'est un peu
elle est tellement riche, cette spécialité, de par la richesse des zones anatomiques qu'on va aborder, comme je vous l'ai dit. C'est presque les orifices de la face. On a les fosses nasales, on a le nez, on a les voies aériennes supérieures et tout. Oui. Et au bout de 5 ans, on a l'impression de ne pas pu faire tout le tour. C'est pas évident, certes. Donc, c'est bien de faire une carrière. Ça nous permet de affiner nos connaissances et d'améliorer nos compétences. Ça va de soi. Et oui, il y a des postes. C'est pas ça qui manque. Comme vous voyez, il y a 15 services sur toute la Tunisie. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de demandes. Ça va. J'en suis fière. Ce que tu viens de dire nous amène à la question, les résidents en fin de 5 années de formation, je pense qu'ils ne seront pas autonomes pour toutes les zones, on va dire, anatomiques pour l'exercice en privé. Ça, c'est vrai. Ça, Voilà. c'est vrai. Moi, je pense que, bon, c'est le même problème pour toutes les spécialités chirurgicales. Oui. Mais après, même s'il s'installe en privé, il peut toujours se perfectionner, peut toujours faire des cours de dissection, certes à l'étranger, mais bon, il peut toujours se perfectionner. Mais on essaie, au cours de la formation, parce que 5 ans, moi je dirais que 5 ans, c'est peu. Mais d'autre part, c'est trop. C'est-à-dire, je m'exprime, c'est peu pour tout voir. Même nous, même moi, au bout de, je ne sais plus, au bout de 12 ans de spécialité, je dirais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'apprendre. On est toujours là pour apprendre. Donc, certes, c'est peu 5 ans, mais on ne peut pas demander à des résidents de faire plus que 5 ans parce que c'est fatigant. C'est vrai, avec les gardes et tout ça, c'est fatigant pour eux. Donc, mais au bout de 5 ans, moi, ce que je vois de par mes jeunes résidents que j'ai vus s'installer en privé, je n'ai eu que de bons feedbacks. Je suis en train de les voir. Ils sont en train d'avancer. Ça marche bien pour eux. Il suffit juste de s'appliquer après, de voir d'autres possibilités, comment apprendre, notamment, comme je l'ai dit, ils peuvent même partir à l'étranger, faire des cours de dissection et tout ça, et se perfectionner. Donc, il y a la possibilité. Il ne faut pas voir que le côté négatif. Dites-vous, quand vous voulez apprendre, vous avez cette possibilité-là. Il ne faut pas avoir peur. Par rapport à ça, il ne faut pas avoir peur. Voilà, parce que c'est la question qui se répète à chaque fois. Je Oui. les entends en venant demander, est-ce que je serai autonome après les 5 ans de résidence en ORL? Comme il y a par rapport à certains gestes chirurgicaux, moi je dirais, et heureusement ce sont les gestes les plus fréquents. Je donne des exemples. Au bout de 5 ans, un médecin spécialiste ORL, il est capable de faire c'est-à-dire les amygdalectomies, il est capable de faire sa chirurgie thyroïdienne, il est capable de faire les petits gestes que j'appellerais les cervicotomies, la chirurgie cervicale pour des adénopathies. Il est capable de faire les septoplasties, les tympanoplasties, donc la chirurgie de l'oreille, les polypectomies. Donc, vous voyez, c'est assez riche comme geste opératoire. Donc, oui, au bout de 5 ans, il est autonome dans certains gestes, mais les autres gestes, c'est pas parce qu'ils sont pas très, très fréquents, moi je dirais, Oui. tout simplement. Parce qu'aussi, ils sont pas très fréquents, c'est pas la pathologie très fréquente. Donc, s'il aura la possibilité, moi je dirais la chance de voir ça même en privé, bah, dans tous les cas, c'est pas le genre même un expert, il réfléchira à 2 reprises avant d'opérer, peut-être qu'il prendra l'avis d'un collègue ou autre. Donc, il faut pas avoir peur par rapport à ça. Moi, je dis, pour les gestes les plus fréquents, oui, il sera assez autonome. Très bien. Merci, Dr Marrakchi. Je ne sais pas s'il y aura d'autres questions. Les jeunes, si vous avez des questions à poser, Dr Marrakchi est toujours là. Vous allez profiter de sa présence. Sinon, on peut passer, je vois que Dr Barsawi est déjà là avec nous. Il y a aussi Dr Shelmit qui va passer juste après. Donc, je pense qu'on peut passer à l'orthopédie. Dr Barsawi, bonsoir Inès. Bonsoir Dr Barsawi. Je vous donne la parole pour nous parler un petit peu de l'orthopédie. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions déjà, s'ils ont une idée en tête par rapport à l'orthopédie. L'orthopédie, c'est une spécialité qui est chirurgicale pure, qui intéresse de nos jours autant les femmes que les hommes. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous, parce qu'on pensait toujours que c'était un petit peu la spécialité macho. Loin de là, loin de là. On n'a pas besoin de force particulière, on a besoin surtout de technicité. Ça s'apprend avec les années. Par rapport à la durée, c'est une durée de 5 années pour le moment de formation, au bout desquelles
les résidents vont apprendre pas mal de choses, mais pour être autonome dans c'est comme toute spécialité chirurgicale, c'est un petit peu difficile. Parce que la chirurgie, c'est avant tout l'expérience. Donc, alors pour les stages à l'étranger, c'est facile d'avoir des stages à l'étranger. Par rapport à la formation en Tunisie, alors il y a à peu près plus d'une vingtaine de services sur toute la Tunisie, 10 sur le Grand Tunis. Sinon, c'est un petit peu proche, on a Bizerte et Nabeul, donc ça fait 12. Alors, les résidents, normalement, en première, deuxième année, ils vont apprendre le plus la traumato, mais la traumato, c'est un vaste domaine, donc ça va les suivre jusqu'à la 5e année. Il y a le collège qui suit de près la formation théorique des résidents. Il y a aussi la faculté, qu'on n'oublie pas, qui est en train donc ça c'est très important parce que ça explique un petit peu aux plus jeunes l'intérêt de discuter des dossiers. On a un point commun qui est le patient. On a des points de vue un petit peu différents, mais en fin de compte, on va voir que vu qu'on a le même objectif, on va trouver toujours des terrains d'entente et on va un petit peu rapprocher nos points de vue. Et donc, pour moi, l'orthopédie, si c'était à refaire, je vais refaire l'orthopédie parce que c'est de la chirurgie, mais surtout, le plus souvent, ça n'engage pas le pronostic vital. Ça prend surtout le pronostic fonctionnel du membre qui est tout aussi important, mais pas extrêmement important comparé au vital. On a quelques chirurgies qui peuvent pour certaines pathologies qui engagent le pronostic vital, mais c'est au nombre de 3 à 4. Voilà. Par rapport au cursus hospitalo-universitaire, chaque année à peu près c'est 5 à 6 postes d'assistanat qui sont je parle de la faculté de médecine de Tunis, à peu près 2 postes pour les autres facultés. 1 à 2 postes pour les 3 autres facultés. Pour l'assistanat, pour l'agrégation, c'est 1 poste pour les autres facultés et 1, 2 ou parfois 3. On a la chance d'avoir pour les postes d'agrégation. Alors pour le pool, la faculté de médecine de Tunis, il est très 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 important. Donc ça pour nous c'est une chance parce que les plus jeunes sont encadrés par plusieurs seniors dans n'importe quel service. Ils sont en moyenne entre 6 à peu près pas 6, on va dire 4 à 9 donc seniors par service actuellement. Bien sûr, il y a plusieurs sorties aussi bien dans le secteur privé que en France ou dans les pays du Golfe. Ça, on peut pas échapper à la règle qui adresse, on va dire, presque toutes les spécialités. Sinon, donc au bout de 5 ans, ils pourront être autonomes sur certains points, un petit peu surtout la traumatologie, mais sur des sujets un peu plus poussés, un peu plus pointilleux comme certaines chirurgies, ça va nécessiter plusieurs années après. Avec un très bon encadrement. Voilà. Alors, je ne sais pas s'ils ont des questions en particulier à poser. Oui, docteur Barsawi, par rapport, par exemple, à la chirurgie de la main, je pense que il y a certains terrains de stage pour ça, pour leur formation. Au fait, voilà. Oui. Alors, la chirurgie de la main, ça fait partie de l'orthopédie. Oui. En fait, parce que sur le Grand Tunis, on a la chance d'avoir aussi les chirurgiens plasticiens qui font aussi de la chirurgie de la main. Mais en traumatologie, c'est les orthopédistes notamment qui opèrent tout ce qui est plaie de la main et tout ce qui est infection de la main. Donc pour dire que les terrains de stage manquent, bon, il y a plusieurs services qui le font et puis voilà, donc si on va calculer un petit peu sur le nombre de services d'orthopédie qui font de la chirurgie de la main, on va voir que
officieusement, ils sont nombreux. Voilà. Très bien. Il y a la question qui vient d'être posée, les stages optionnels. Oui. Est-ce qu'il y a des stages optionnels obligatoires et quels sont les stages optionnels en général en orthopédie? Alors, les stages optionnels, on va dire, qui sont optionnels, mais vraiment obligatoires. C'est la chirurgie plastique. C'est pas par rapport à la main, c'est par rapport aux couvertures de tout ce qui est, lorsqu'on fait une excision, aussi bien de nécrose ou des fractures qui sont ouvertes. L'élément capital lorsque un résident entre en orthopédie, c'est de toujours, tout le temps, couvrir aussi bien l'os que les parties nobles, les parties molles qui sont nobles. Et donc, pour éviter l'infection, parce qu'une infection au niveau de l'os, ça va être chronique. Donc, c'est très important de faire de la chirurgie plastique pour apprendre à faire des gestes de couverture les plus simples, les plus basiques, hein, qui vont lui servir dans la vie de tous les jours. On va pas leur voler leur spécialité, loin de là, parce qu'il y a des gestes qui sont très très difficiles, hein, qui sont du ressort de la chirurgie plastique. Mais pour certains gestes qui sont salvateurs pour les patients, c'est obligatoire que les résidents les apprennent. Donc, pour le deuxième, que je pense, c'est la neurochir. Pour tout ce qui est, c'est une autre approche de la pathologie rachidienne qu'ils doivent apprendre, parce qu'on est complémentaires en fin de compte. Et lorsqu'il ressort avec cette idée-là qu'on est complémentaires, c'est que c'est très important. Donc, voilà les deux terrains de stage qui sont optionnels, mais réellement obligatoires. Pour le reste, comme toute spécialité, il y a des optionnels, mais bon, qui vont pas ajouter énormément, qui n'auront pas beaucoup d'impact sur la formation d'un résident. Voilà. D'accord. Il y a une autre question qui vient d'être posée. Est-ce qu'on peut se spécialiser en orthopédiatrie? Alors, sur le plan légal, non, c'est de l'orthopédie. Mais il y a la sous-spécialité, voilà, il y a des orthopédiatres, il y a des ortho-adultes. Donc, on va dire, oui, c'est une sous-spécialité. On peut sous-spécialiser dans le rachis, dans l'épaule, dans tout ce qui est arthroplastie. On peut se sous-spécialiser dans l'orthopédiatrique. Voilà. Et Mais ils auront le diplôme. Voilà. Ils auront le diplôme d'orthopédiste. Il n'y a pas de diplôme d'orthopédiatrie. D'accord. Voilà. Combien La deuxième, de terrains de je stage? m'excuse. Voilà. Combien de terrains de stage pour l'orthopédiatrie? Alors, à Tunis, c'est 2. D'accord. Sinon, à Bizerte, ils font de l'orthopédiatrie. À Nabeul, à Sousse, à Sfax et à Monastir. C'est bon, il y en a. Pas avoir oublié. Voilà. Il y en a, voilà. Oui. L'autre question, c'est par rapport au CEC. Qu'est-ce qu'il y a comme formation, donc des DU, des certificats d'études complémentaires, pour consolider cette formation en orthopédie? Alors, il y en a pas mal. Mais vraiment, il y a plus que 10. Je parle des 4 facultés. Hein. Oui, oui. À Tunis, ceux qui intéressent, pas qui intéressent, ceux qui peuvent accepter la candidature des résidents, parce que ça accepte, parce qu'il y a des CEC qui n'acceptent que les seniors, vu la demande très importante. Et donc pour ceux qui acceptent les résidents, c'est à peu près 3. La biomécanique, la médecine de sport et la podologie. D'accord. Ça, c'est pour ceux qui intéressent. Alors, il y en a d'autres, mais qui n'intéressent pas parce que c'est vraiment, vraiment très pointu pour un résident d'orthopédie. C'est l'imagerie. Oui. C'est vraiment difficile pour un résident, honnêtement. Il faut qu'il termine un petit peu, qu'il ait connaissance d'un petit peu toutes les pathologies en orthopédie pour pouvoir vraiment profiter des connaisses un petit peu pointues en imagerie. Sinon, il y a l'arthroscopie à Sfax, le tumoral. Il y en a à Sousse, il y en a l'anatomie appliquée à l'appareil locomoteur. Il y a la football et le sport chez les footballeurs, la médecine du sport chez les footballeurs, etc. Il y en a pas mal. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Dr Barsaoui. Yatik Saha. Les jeunes, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on pourra libérer Dr Barsaoui.
dans la file, donc je vois pas d'autres questions, à part une question qui a été posée pour Dr Marrakech, elle est en train d'y répondre. Oui, oui. Alors, juste, elle voulait savoir. Merci. Merci. Selma. Bonne soirée, Dr Warsawi. Bonne soirée, madame. Selma, elle voulait savoir, est-ce qu'il y avait des gestes réservés aux médecins esthétiques ou un ORL peut faire un master en médecine esthétique et faire les actes d'un médecin esthétique? Bon, Je pense déjà, que c'est le maxillofacial, là, elle confond un peu les choses. non, ça dépend. Bon, après, il y a même les maxillofaciaux, c'est pas la médecine esthétique. La médecine esthétique, la médecine, moi je parle de médecine, c'est pas de la chirurgie esthétique. Donc c'est ça, Salma. Donc tu parles par rapport à la médecine esthétique. Donc la médecine esthétique, moi j'irais même, la médecine esthétique, c'est tout ce qui est les injections, les injections Botox et ainsi de suite. Alors je peux te dire qu'en ORL, il y a des ORL qui le font. Qu'est-ce qu'il en est sur le plan légal? Je pense que non. Ça ne fait pas partie de notre domaine. L'idéal, c'est de faire un master pour ça. Mais après, avec tout ce qu'on a à faire en ORL, pourquoi faire de la médecine esthétique? Si c'est pour la chirurgie esthétique, là, il faut faire de la chirurgie maxillofaciale. C'est autre chose. Donc, c'est pour ça, il faut voir qu'est-ce que tu veux dire au juste par médecine esthétique. On aura demain la chirurgie maxillofaciale. On pourra aborder le sujet. D'accord. Merci, Dr Marrakech. Je ne vais pas encore laisser attendre Dr Chermiti. Oui, Inès, bonsoir. marhaba Oui, bik. bonsoir. Bonsoir. Ça va, tout le monde? Alors, Dr Inès Chermiti, elle va nous parler donc de la médecine d'urgence. Elle va essayer de nous promouvoir sa spécialité et je te donne la parole, Inès. D'accord, donc merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler de sa spécialité. Alors, pour la médecine d'urgence, donc, c'est un cursus de 4 ans jusqu'à maintenant. Peut-être que les choses évolueront parce que l'accent où c'est un cursus de 5 ans. Donc, pour être équivalent, qu'on basculera vers une durée de 5 ans. Donc, comment ça se passe les 4 ans? Il y a 2 moments qui est obligatoire en SMUR durant au moins 6 ans. 6 mois, donc un semestre, anesthésie réanimation obligatoire. Et pour la 4e année, généralement, c'est un stage de médecine d'urgence qui est fait par nos résidents. Il y a aussi ce qu'on appelle les urgences spécialisées. Donc, ce qui est disponible, c'est le service, donc c'est les services d'urgence pédiatrique, les services d'urgence toxicologique comme celui du CAMU sur le Grand Tunis, et celui des urgences de l'hôpital Aliena Abdelrahman Memi, plutôt spécialisé en cardio et en pneumologie. Donc, pourquoi on dit spécialisé? Parce qu'en général, on parle d'urgence polyvalente. Donc, quand on parle d'un service d'urgence de l'hôpital de la Rabda, de Ben Arous, de Charles Nicolle, de Habib Themel, de la Marsa, ce sont des urgences polyvalentes où on accueille toutes sortes de patients. Pour les autres, c'est des urgences spécialisées. Et donc, finalement, un cursus de 4 ans, vous voyez que ça passe très vite et que faire le tour de la médecine d'urgence, peut-être que les 5 ans serait bénéfique. Mais jusqu'à maintenant, donc pour ceux qui nous écoutent maintenant, ça va être un cursus de 4 ans. Donc, généralement, ce qu'on fait depuis maintenant 3 ans, je pense, donc 3 ans, c'est que les résidents de médecine d'urgence de première année sont affectés, non pas dans les stages qui restent, entre guillemets, les restes de ceux qui sont plus âgés, eh ben non, ils sont affectés d'une façon équivalente parce qu'il n'y aura pas un stage où tous les résidents seront de première année, mais que c'est des stages où on aura plusieurs promotions de résidents. Par exemple, actuellement dans mon service, donc au service des urgences d'hôpital régional Ben Arous, on a
des résidents de 4e, de 3e, de 2e et aussi de première année. Donc, ils vont côtoyer les plus âgés et ça ne peut être que bénéfique pour toutes les promotions. Autre chose, donc le collège, donc il y a des représentants des 4 facultés. Il y a un président national, bien sûr, et généralement, on est à l'écoute des résidents. Donc, pour chaque choix de stage, il y a une évaluation et tous les stages sont notés d'une façon anonyme. Et ça crée une sorte de dynamique entre les services, mais dans une ambiance bon enfant, bien sûr. C'est que chaque stage veut que ça note, comme ça se passe, Dr. Sneen, pour les externes, c'est la même chose. Et donc, les résidents, ils évaluent. Et chaque service, il va avoir sa critique d'une façon anonyme et donc les terrains de stage sont classés. Et ça a créé sincèrement une certaine volonté de faire passer son stage comme bien sûr le meilleur stage. Et je trouve que c'est quelque chose de très bien. Autre chose donc pour le cursus. Pour le cursus, il y a aussi la question des CEC. Plusieurs CEC sont disponibles pour les résidents. On a un CEC qui a été mis en place depuis maintenant 3 ou 4 ans. C'est le CEC de gestion des urgences en préhospitalier. Donc, ça traite de la médecine préhospitalière. C'est un CEC 100% urgentiste. Mais bien sûr, il y a d'autres CEC comme celui de la ventilation, comme celui des urgences cardiaques, comme celui de la toxicologie. Et généralement, les résidents, ils sont preneurs et ils sont acceptés dans un certain quota. Et généralement, un résident peut valider 2 à 3 CEC durant son cursus. Et c'est ce qui se fait avec nos résidents. Mais pour toute spécialité, il y a des avantages. Pour les avantages de la médecine d'urgence, c'est une spécialité, comme on dit, transversale, comme la réanimation médicale, comme la médecine interne, comme l'anesthésie-réanimation, où on ne s'occupe pas d'un seul organe par rapport aux autres spécialités verticales. Donc, on est une spécialité horizontale. On va avoir cet œil d'approche globale, de ne pas regarder un seul organe, un seul système, et on va considérer le patient comme un tout. Et notre objectif, c'est vraiment la prise en charge des premières 24 heures afin de passer un cap aigu. Autre avantage, c'est le travail en équipe. Au sein de chaque service, il faut fonctionner en équipe, voire même en famille, parce que vu la difficulté du fonctionnement généralement des urgences, si on n'a pas cette ambiance, cette solidarité, se sentir, cette appartenance à une équipe, c'est difficile. Donc, je trouve que c'est un avantage qu'on soit tous dans le même bain, que soit senior, résident, médecin de famille, interne, travailler vraiment en équipe. Et c'est ce qui fait que généralement, les résidents, ils ont du mal à partir d'un service où ils ont même passé 6 mois. Et c'est encore plus difficile quand on passe une année dans un service. Autre avantage, et pour moi, c'est vraiment le saint graal de notre spécialité, c'est le fait de sauver une vie. On a beau dire que c'est une garde éprouvante, une garde où on a vraiment passé des moments difficiles, il suffit de faire repartir un cœur, il suffit de masser un patient et de le récupérer, qu'il se réveille et que devant nous, on le récupère. C'est une sensation que je ne peux pas vous décrire. Maintenant, j'ai la chair de poule parce que on se rappelle tous de ces patients qui ont fait que on se dit, sincèrement, on fait ce boulot pour ça. Ça se passe pas que dans les films, c'est en vrai. Quand on voit que hier, le service des urgences de la Marseille, ils ont fait un accouchement vraiment juste devant les urgences et ils ont sauvé la maman et le petit d'un accouchement rocambolesque. Il y a 2 jours, on fait un massage cardiaque et on fait repartir le cœur d'un patient de 47 ans suite à un ST+. Je vous cite même pas tous les autres patients qu'on peut sauver et
ça procure un sentiment de bien-être et de joie indescriptible. Tawa, on vient à l'autre versant, et le côté, disons, les limites et le côté négatif, c'est que il y a de la fatigue. Vie de famille, mais avec tous les résidents, il faut être épanoui en dehors des urgences pour être épanoui au travail. Il faut se faire des amis, il faut tomber amoureux, il faut avoir des enfants, aller au théâtre, voir un film, voyager quand c'est possible. Être épanoui dehors pour être épanoui au travail et se donner à fond. Donc, c'est une question d'organisation. Donc, pour ce point négatif, c'est une question d'organisation et on y arrive. On a des vies trépidantes et assez bien organisées où on y arrive. L'expérience est là. Haja l'autre, c'est que des fois, travailler dans un hôpital où tout le monde pense que les urgences, on est là pour travailler pour un service, on va faire que de la sous-traitance, ça peut être négatif et perçu comme ça. Les refus de transfert, les refus d'imagerie, les refus. Et on doit apprendre, ça fait partie de la règle du jeu de la médecine d'urgence, c'est que on doit apprendre à cohabiter avec toutes les autres spécialités pour le bien du patient. Et donc, l'année, il faut faire preuve de bon sens, il faut être honnête, il faut être sincère, il faut être poli, il faut être les sauts d'humeur, il faut savoir les gérer, il faut être un bon communicateur, faire preuve de leadership. Donc, l'haqiqa, pour tout côté négatif, il y a des solutions. Mais, نشوف في زين بشريف قال perspective à l'étranger. Au final, le cursus qui fait comment ça se passe. On devient médecin spécialiste en Tunisie. Le cursus universitaire mahloul. En général, les dernières années surtout, le nombre de demandes, le nombre de postes qui est ouvert. C'est rare qu'un candidat de marouche pris. Et les possibilités d'évolution le cursus universitaire, que soit le concours d'agrégation, le professorat, c'est aussi faisable et tout le monde, comme toutes les autres spécialités à tour de rôle selon les postes qui sont ouverts. Mais pour l'assistanat, ça reste accessible. Pour la carrière sanitaire aussi, il y a ceux qui choisissent de travailler en tant que médecin spécialiste dans des services universitaires et ça marche. Voilà, dans des services périphériques et on a plusieurs belles expériences. Dans un hôpital régional où ça marche très bien, où ils s'intègrent très bien, où il y a ceux qui sont devenus des chefs. Le cursus sanitaire, ça marche aussi. Le cursus, donc, le choix du privé, ça reste problématique en Tunisie. Mais il n'y a pas de reconnaissance en tant que médecin spécialiste dans le privé, mais ça va venir un jour où il faut être audacieux. Donc cette année, on a la première expérience de 2 médecins spécialistes il y a des urgences privées. Donc on verra d'ici l'année prochaine comment ça s'est passé. Sinon, il y a des urgentistes qui travaillent dans des cliniques, dans des sociétés que ce soit des sociétés privées de rapatriement sanitaire à l'étranger, de transport ambulancier et d'intervention dans les sites pétroliers ou les sites privés, les sociétés privées qui engagent des spécialistes. L'étranger, 100% de ceux qui passent le PAE sont pris et ils travaillent. On a plusieurs promotions, malheureusement, de résidents et qui partent à 100%. Donc, la perspective à l'étranger, bien sûr, en Arabie Saoudite, plusieurs médecins spécialistes sont consultants en Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn. Vraiment, c'est un cursus qui est pris, homme ou femme. Ce sont des profils recherchés, et ce sont en général des consultants. Donc, ils sont pris comme médecins spécialistes.
Donc, on voit de plus en plus, une chauffe la question chez Ibi. On voit de plus en plus de problèmes avec le paramédical dans les terrains de stage, surtout avec le Grand Tunis. Je pense que le problème du paramédical n'est pas spécifique aux urgences. C'est dans toutes les spécialités, le manque de paramédical en cardio, en réa, en anesthésie, en chirurgie. Voilà, je voulais parler du problème de sécurité. Voilà, sécurité. Oui, manque d'effectifs, problème de sécurité. Comment arriver à gérer cela? Malheureusement, l'impunité, mawjouda, l'insécurité, elle fait peur à plusieurs de nos jeunes résidents ou médecins de famille, ils transitent par tous les services d'urgence. L'insécurité, elle est là. On gère petit à petit, c'est vrai que c'est pas réglementé. L'impunité, malheureusement, l'urgence, c'est la porte de l'hôpital. Donc, on ناخذوا les patients اللي من الكياس من دار ومن خدمته donc هذيك تسمى garde porte خاطر احنا ناخذوش مرضى من l'intérieur de l'hôpital ناخذهم من البرا. Et c'est cette interface porte de l'hôpital qui fait que il y a cette insécurité qui est très mal vécue مش par les plus jeunes, même les akbar معناتها. Et je sais que à un certain moment il y aura un règlement. Il y aura cette amende de plusieurs milliers de dinars qui va faire que les gens auront peur. Malheureusement, on vit dans un pays où les parents ne sont pas... Bon, généralement, là, ça se passe bien. Bien sûr, il suffit d'une seule famille, d'un seul parent de patient pour que ça part en vrille. Mais généralement, les résidents, là, ils ne sont pas seuls. C'est vrai, tu vois vos collègues, il y a 2 jours, l'incident avec l'insécurité aux urgences. C'est général, malheureusement. Et il faut pas lâcher. Il faut pas accepter des excuses aussi facilement. Il faut partir, porter plainte, faire en sorte que les médias aussi soient de notre côté. Et quand j'ai commencé, comme il y faire partie d'une équipe, faire partie d'une famille passe aussi par la gestion de ces moments difficiles. Et généralement, ça se passe bien. Le résident, il fait Benarous, qui a été attaqué d'une façon violente ou colchay. Le message donné par l'État ou Qais Saïd, il a appelé pour lui remettre un nichen comme l'istahqaq, c'était tout un message. Et je pense que tous les résidents étaient fiers. Un résident reçu au palais de Carthage pour que l'État, il a fait que on ne pardonne pas ce genre de geste. Aux urgences, qu'est-ce qu'on fait jusqu'à ce qu'il y ait une réglementation claire et nette pour punir vraiment ces gestes agressifs ou que ce soit agressivité verbale ou la physique. Il faut qu'il n'y ait plus d'impunité où les choses évoluent بشوية بشوية. Inch'Allah ناخذ نهار اللي il y a plus de médecins, de paramédicales, d'administratifs qui sont agressés verbalement ou physiquement. Donc, le problème existe encore, mais j'espère que ça va évoluer avec l'évolution de la réglementation. Je ne sais pas si j'ai répondu à Laïla Marnata et à Zainab pour leurs questions sur le chat. C'était clair, Dr. Sharmiti. Il y a par contre la formation des résidents. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme DU et CEC, le collège donc actuellement, donc pour les CEC, il y a plusieurs CEC. Le CEC spécifique aux urgences préhospitalières, donc le CEC de gestion des urgences en préhospitalier. Ou les CEC l'aukhrin, les حكينا عليهم toxicologie, urgence cardiaque, urgence pédiatrique, la ventilation. Ou des CEC qui prennent jusqu'à maintenant que les seniors, que les HU. Le CEC des d'échographie, d'hémodynamique. Peut-être que quand il y aura le maximum
عباد qui sont formés, peut-être qu'ils vont prendre des résidents. كيف العصوص أو مستير معناتها il y a des CEC de simulation, de ventilation, de traumatologie qui acceptent facilement les résidents معناتها sur معناتها en général. وفي تونس معناتها احنا en général chaque résident عنده حاجة يقرأ فيها فما زاد la réanimation infectieuse, la pathologie infectieuse en milieu hospitalier. Donc plusieurs CEC. Fama aussi on cite le point du collège. Donc le collège il est organisé à Tunis, il s'appelle le collège régional et on a un module pour chaque mois. C'est une journée complète et les résidents ils sont invités à participer pendant la journée Kemla. Après tous les 3 mois, femme un collège national et généralement on se réunit à Sousse, à mi-chemin entre Sfax, Monastir, Sousse et Tunis pour faire un collège national. Et pour cette année, le collège national, par exemple, il a choisi de traiter des soft skills, de la communication, de l'éthique, des méthodologies de recherche et laisser aux collèges régionaux tout ce qui est médical et scientifique et gestuel proprement dit. Et bien sûr, les résidents peuvent participer, même un résident basé à Tunis, il peut participer à un collège régional de Sousse, voilà, de Monastir ou de Sfax. Donc, les collèges régionaux restent ouverts pour tous les résidents sur le plan national et chaque trimestre, il y a un collège national. حاجة أخرى اللي نحب نقولها اللي فما زادة les diplômes internationaux. On fait beaucoup de réanimation, donc réanimation de l'arrêt cardiaque. À la DECA, généralement, les résidents qui camlent leur cursus, hamlent le BLS, qui est le Basic Life Support, qui est la réanimation cardiopulmonaire de base. Ils ont aussi fait l'ALS, l'Advanced Life Support. Ils ont aussi fait le diplôme de réanimation pédiatrique, les PALS. Et pour certains d'entre eux, ils font même l'European Trauma Course. Et donc, ce sont des diplômes internationaux qui sont faits à Tunis, qui sont payants. Ça va de 100 dinars jusqu'à 1000 dinars. Et c'est fait au SAMU de Tunis ou au SAMU de Sousse. C'est annoncé à l'avance, maintenant un programme d'une année, donc on peut s'inscrire à l'avance. Et c'est des diplômes qui sont reconnus en Europe et dans les pays du Golfe. Et كل واحد يقعد une durée de validité. فما حود 2 ans, فما حود 3 ans, et on peut faire l'update. Donc, en général, il y a une perspective de travail à l'étranger. Il le fait en fin de cursus, comme ça, le diplôme. Par exemple, pour les pays du Golfe, c'est obligatoire d'avoir ces diplômes-là. L'ALS ou le BLS, c'est obligatoire. Et même les résidents, ils peuvent être formateurs. On a 2 résidents dans le service qui sont formateurs, qui sont passés au stade de formateurs dans ces formations diplômantes. Pour l'urgence, on fait beaucoup de gestes. Ça va de l'intubation au cathétérisme central, au cathé artériel. On fait de la VNI, on fait des drainages thoraciques. Vraiment, on fait des exsufflations. Il y a beaucoup de gestes. Et généralement, au fin du cursus, les résidents maîtrisent tous ces gestes-là. Donc, et ces formations aident beaucoup. C'est basé sur la simulation. Les urgences, c'est beaucoup de simulation. On fait beaucoup de formations. Les collèges, généralement, c'est des formations par simulation, des ateliers pratiques ou là, des simulations haute fidélité. Donc, je pense qu'un résident, en faisant un CEC, en participant au collège, avec ce qu'il fait dans le service, avec 1 ou 2 diplômes, le cursus avec vraiment 90% des gestes qui sont maîtrisés et 80-90% des pathologies et les Donc, j'ai abordé كل شيء Dr. Snein. Oui, docteur Chelmit Yatik Saha, vous avez fait le tour, je pense, Shahid, on fait spécialité, on va dire. ونقعد راني disponible pour ceux معناتها تنحط الميل نتاعي في الchat, ceux qui veulent que ce soit par messenger ولا par mail يقعد عندهم une question. انا شنو نقول لهم توا خذيو من عندي ceux qui فما شكون جاونا للسيرفيس. انا par exemple il y a 2 jours انا garde وجاونا 3 résidents 3 futurs résidents جاوا قالوا نحبوا نعيشوا عشيه معاكم نعرفش انا حسيتهم هكا فرحانين يشوفوا معناتها malgré il y avait beaucoup de patients وكل شيء le fait d'être embarqué هكا pendant عشيه هما قالوا نحبوا juste c'est la poussée d'adrénaline. Voilà, donc ils étaient avec nous et le fait de voir si on peut le faire
المرة الأخرى في الدنمارك قال لك qu'est-ce qu'ils font avec les résidents de médecine d'urgence يعطيوهم عام introduction عام pour voir si le résident il veut faire ça خاطر يلزمك تحب l'urgence يلزمك تحب الباسيون يلزمك معناتها يلزمك فما شوية à part اللي انت ان كلاسمون وكل شيء يلزمك معناتها في عروقك تجري l'urgence. Donc, si on le fait avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de courage aussi, on peut réussir. Ou بعض les success stories les urgences, c'est pas que l'hôpital, أنا قلت لك privé, France, Saoudie, Bahreïn, معناتها les expériences ne manquent pas. Donc, osez, ومرحبا بكم pour ceux qui veulent faire médecine d'urgence. On est disponible. Donc, حطيت لكم في الchat mon mail واسمي ولقبي تلقاوه في الماسنجر. Donc vous pouvez m'envoyer vos SMS. On peut même vous mettre en contact avec des résidents. Peut-être que des gens plus jeunes vous donneront une autre vision. خاطر نكلم فيكم من قلبي معناتها. يعطيك الصحة Inès, merci beaucoup. OK. Je pense Dr Belkhlil est déjà connecté avec nous. Sans plus tarder, on ne veut pas le laisser attendre. Merci, bonsoir. Bonsoir Inès, عايشك, bye bye. Dr Belkhlil. عسلامة. عسلامة, مرحبا بك. Alors, Dr Belkhlil, سامحنا خلينك تستنى. Donc, je sais que vous avez d'autres engagements. Je vous cède la parole pour nous parler de la médecine légale. يعطيك الصحة. Tout d'abord, إن شاء الله ألف مبروك les collègues qui ont réussi l'examen classant et le concours. وربي يوفقهم إن شاء الله dans leur carrière à venir très bientôt. Bon, je vais essayer d'être synthétique et bref et plutôt ouvrir l'opportunité à des questions plus spécifiques des collègues. Alors, médecine légale, je vais peut-être casser un mythe, je suis très désolé. Ce n'est pas la médecine ou la science des morts, qu'on soit clair, pas du tout. C'est vrai que c'est la partie, disons, apparente de l'iceberg, mais en réalité, ça ne représente que 30 à 40% de l'activité au quotidien. Alors, la médecine légale, c'est l'interface entre la médecine, le droit, la déontologie, et on couvre pratiquement deux axes principaux de travail, qui ne sont pas les seuls. Premier axe, évidemment, la thanatologie, qui est la science de la mort, c'est tout ce qui a attrait au diagnostic du décès, mécanisme de décès, cause de décès via l'autopsie, mais aussi l'imputabilité entre le décès et un événement généralement traumatique, reconstruction de faits présumés allégués, reconstruction de quel aurait été le mécanisme lésionnel qui a provoqué une plaie ou une ecchymose ou une lésion traumatique qu'on observe. Donc, ça dépasse le simple cadre de quelle est la cause de décès. D'ailleurs, si vous vous rappelez, toute mort violente impose d'opposer l'obstacle médico-légal et souvent les gens ils vont vous dire mais la cause elle est évidente, c'est un polytraume faisant suite à un accident de la circulation, certes, mais l'autopsie dépasse ce cadre-là parce que ça permet parfois de détecter des indices ou des signes qui vont évoquer éventuellement un sujet qui était décédé puis jeté sur la voie publique pour camoufler un crime, par exemple. Le même exemple peut être observé dans les carbonisations, dans les cadavres retrouvés dans des cours d'eau, etc., etc. Et donc, du coup, cette thanatologie dépasse le simple cadre de réaliser une autopsie et détecter, plutôt diagnostiquer la cause de décès. Le deuxième volet de travail, c'est la médecine légale clinique. Et aujourd'hui, elle dépasse la moitié de notre travail. Donc là, c'est tout ce qui est victimologie. C'est tout ce qui est victime d'agression sexuelle, victime d'agression physique, les survivants d'actes de torture, et surtout après 2011, vous pouvez imaginer que c'est des sollicitations de plus en plus fréquentes. Et puis, dans un cadre un tout petit peu plus large, c'est tout ce qui est expertise médico-légale en matière de évaluation du dommage corporel lié à une accidentologie, enfin une traumatologie routière. C'est aussi les expertises médico-légales pour estimation de l'âge, surtout maintenant avec une population d'immigrés africains subsahariens qui vont plus, mais c'est aussi valable pour les Tunisiens, mais on l'observe plus avec cette fraction
nouvelles, voilà, plutôt émergentes de notre population, où c'est des personnes qui vont alléguer des âges, ils vont pas présenter des pièces d'identité et la justice voudrait qu'on puisse estimer l'âge. Et là aussi, donc, c'est je dirais, toute une stratégie clinique et radiologique permettant donc d'estimer l'âge avec une exactitude qui va différer d'un âge à l'autre et d'une technique à l'autre. Donc là, c'est les deux, disons, grands axes de travail au quotidien. Mais en plus de ça, on est en train de développer deux autres axes. C'est vrai que c'est vraiment le début du développement, mais ça a commencé. Premièrement, c'est la toxicologie médico-légale. Donc, on a des relations privilégiées avec le laboratoire de toxicologie du CAMU à Tunis et avec le centre de bioéquivalence, donc le centre de pharmacovigilance analytique, le laboratoire analytique donc du centre de pharmacovigilance. Et ce n'est pas seulement l'activité clinique, mais aussi l'activité de recherche et développement en matière de dosage de stupéfiants, en matière de dosage de pesticides, etc. Et on est en train de développer de belles choses, bien sûr dans les limites des appareillages existants en Tunisie, des réactifs. Et on est en train aussi de développer cet aspect du travail avec le laboratoire de la police scientifique et technique, qui sont d'ailleurs en train d'avancer plus rapidement que les laboratoires que j'ai cités, parce qu'ils ont plus de moyens, donc via le ministère de l'Intérieur comparé au ministère de la Santé. Le deuxième axe de travail qu'on est en train de développer, on avait déjà créé la première unité en 2019, c'est l'imagerie forensique. Donc, j'avais débuté cette activité moi-même avec Dr Mnif, puis avec Dr Jrad à l'hôpital Charles-Nicolle. Et on est en train actuellement de développer une deuxième unité au centre de traumatologie et des grands brûlés à l'hôpital Ben Arous. Donc, c'est tout un volet. On travaille avec les collègues radiologues pour tout ce qui est donc identification, c'est ce qu'on appelle l'anthropologie médico-légale, avec tout ce qui est estimation du sexe et de l'âge sur cadavres entiers, mais aussi sur restes humains, enfin, restes biologiques. Et puis il y a aussi la partie donc traumatologie post-traumatique, notamment donc la détection des fractures, le caractère vital ou pas des fractures, etc. Et c'est un axe vraiment très très motivant, très excitant, je dirais, en mesurant mes propos évidemment, en matière de recherche, mais même aussi au service de l'activité au quotidien. Et ça avait d'ailleurs servi beaucoup lors des attentats terroristes qu'on a eu à Sousse et au Bardo, et aussi donc pour les corps qui ont été retrouvés dans le cadre des opérations de ratissage au Mont Sha'am, Bibingelden, etc. Évidemment, Rabbi Yoster Bled, Inch'Allah, on ne revit plus ces événements-là, mais on n'est jamais à l'abri. Et c'était aussi un apprentissage pour nous pour développer cette partie du travail. Alors, en ce qui concerne les centres hospitalo-universitaires, aujourd'hui, on a sur Tunis, par rapport à la faculté de Tunis, on a le service de médecine légale de l'hôpital Charles-Nicolle, évidemment, qui est le service de référence, je dirais, le premier service depuis 1974. Mais on a aussi deux nouveaux services qui sont celui de Bizerte et de Nabeul, qui n'accueillaient pas de résidents jusque-là, mais qui vont commencer à accueillir à partir de 2023. C'est l'entente qu'on a eue avec le Collège national de médecine légale. Et on a un service qui est en train d'être mis en place au centre de traumato Grand Brûlé Ben Arous et qui, j'espère, Inch'Allah, commencera à être fonctionnel à partir de la mi-2023. Donc, on prévoit que probablement, il commencera à accueillir des résidents en 2024, Inch'Allah. Et au niveau donc du reste du territoire tunisien, on a évidemment donc le service de médecine légale de Sousse, Mahdia, Mestir, Sfers, plus Sidi Bouzid, qui sont des services universitaires qui accueillent déjà des résidents. Mais il y a aussi des services hospitalo-sanitaires donc dans la région de Zarouen, Béja, Gafsa, Mednin, Gebs et Gasserine. Je ne sais pas si je l'avais cité ou pas. Voilà, donc vous voyez que on a actuellement 15 gouvernorats donc où la spécialité est représentée. Et d'ailleurs, une des perspectives éventuelles pour la carrière en médecine légale, c'est éventuellement donc de commencer, de mettre en place de nouveaux services dans les régions, les autres régions, notamment le nord-ouest,
où on n'a pas du tout de service à part déjà. Pourtant, donc, rien que Jandou Baïlkef justifierait une activité assez conséquente. Mais il y a aussi donc Siliena, Touzer, Gbelli et Tatawin, où on peut aussi développer. Donc, il faudrait qu'on développe des services et c'est une perspective. Par rapport aux équipes universitaires, là aussi, donc, toutes les équipes ne sont pas saturées, je dirais. Il y a aussi des perspectives pour rejoindre la carrière hospitalo-universitaire. Rien que cette année, par rapport aux 4 facultés, on a 2, 3, 4. Donc, on aura 6 postes d'assistanat, ce qui est aussi conséquent. Et on prévoit que, de toute façon, ce que nous observons, c'est que tous les résidents qui rejoignent la spécialité se retrouvent soit dans la carrière universitaire ou hospitalo-sanitaire, et c'est plus les choix des candidats que, je dirais, des restrictions par rapport aux possibilités. Alors, pour ce qui est de la formation, le collège de médecine légale, je dirais qu'il est assez actif, hein. On a des EPU du collège quasiment tous les mois ou un mois sur 2. Cette année, on vient d'ailleurs de valider le portfolio des résidents. Donc, tous les résidents à partir de 2023 vont recevoir donc un portfolio avec les compétences à acquérir, les tâches, et on a prévu aussi donc un logbook numérique pour la validation des tâches réalisées. Il y a toujours la question par rapport au CEC disponible. Bien sûr, notre CEC phare est d'ailleurs obligatoire quasiment dans notre cursus. C'est le CEC en réparation du dommage corporel. D'ailleurs, c'est le CEC nécessaire par la loi pour devenir expert auprès des tribunaux en matière d'évaluation du dommage corporel. Et les résidents en médecine légale sont toujours prioritaires pour être pris dans ce CEC. Mais on a aussi donc le CEC de toxicologie et d'addictologie que nous préconisons à nos candidats, en plus du CEC de santé publique, puisque notre activité de recherche permet d'identifier les indicateurs de veille épidémiologique pour la majorité des causes de mortalité, les suicides, les homicides, les morts subites d'origine cardiaque, et puis tout ce qui est victimologie proprement dit. Et puis il y a le CEC de psychovictimologie, où c'est un CEC sur 2 ans, où il y a une grande partie conséquente par rapport aux maltraitances à enfants, par rapport à tout ce qui est conduite agressive, hétéro-agressive, auto-agressive, etc. Et c'est à cheval entre la médecine légale et la psychiatrie, et je pense que c'est un des CEC où on peut apprendre beaucoup pour la spécialité. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai essayé de donner donc un panorama des activités de la spécialité. J'ai essayé j'espère, de casser un tout petit peu le mythe de médecine légale, c'est la médecine des morts. Ce n'est pas du tout ça, hein. Bien sûr, en partie, bien sûr, c'est une particularité de la spécialité. Je dirais que c'est une spécialité qu'il faut aimer, évidemment, mais je pense que là, ça rejoint toutes les autres spécialités, hein. Si on n'est pas à l'aise dedans, on ne peut pas réussir forcément, mais si on est passionné, d'ailleurs, je pense que la série qui est la plus proche de la réalité, c'est Bones. Voilà, j'allais le dire, Dr. Khalil. Voilà. C'est trop artificiel. Bones, c'est très proche de la réalité. Qui fait bien sûr, les charmes dima majboud. Oui. C'est vraiment, ça applique ce que vous avez dit, la série. Oui. Voilà. Donc voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Un petit mot peut-être sur le cursus hospitalo-universitaire, sur les possibilités de départ à l'étranger. Je sais qu'il y a quelques résidents qui cherchent à continuer leur formation à l'étranger. Donc par rapport à ça. Alors, dans d'autres pays, je prends l'exemple de l'Algérie. En Algérie, ils ont autant de légistes installés en privé que de légistes donc actifs au niveau hospitalier. En Tunisie, on vient d'avoir le premier cabinet de consulting médico-légal à Monastir, privé. C'est la première fois qu'on a cette expérience. C'est le professeur Ali Chedli qui était chef de service à Monastir, qui est parti à la retraite, qui vient de commencer cette expérience, ce challenge. Et je pense que ça devrait, si ça marche pour lui, ça va inspirer beaucoup d'autres collègues pour partir en privé. Fitoun, ce qui m'a dit que c'est plus un manque d'expérience ancienne, mais ce n'est pas impossible, hein. En France,
un grand nombre de médecins légistes sont installés en privé. Et là, c'est plus l'activité d'expertise, mais aussi l'activité de conseil. Par les femmes, des avocats qui sont spécialisés disons, en droit médical. Imaginez que quand c'est un médecin légiste, le conseil est meilleur. Bon, donc ça, c'est une piste nouvelle. Pour ce qui est des départs à l'étranger, on a des collègues au Qatar, surtout. Qatar, Saoudi, on a des collègues مشاو للسعودية ورجعوا. On a Qatar اليوم موجودين, on a 3 collègues في الدوحة. C'est possible, hein. Bon, le Khalij, il faut juste accepter, aimer y aller, mais la possibilité est موجودة. En Europe, c'est un peu plus compliqué parce que, bizarrement, en France, la médecine légale n'est devenue spécialité qu'à partir de 2018. Hein. C'était une compétence, c'était un desk. Donc, tous les médecins légistes, les bonjoudines en France, installés, il y a un médecin du travail, ou un médecin de famille, ou un réanimateur, un neurochirurgien, une compétence. Donc, la première promotion d'interne, proprement dit, en médecine légale en France, 18, 19, 20, 21. Donc, normalement, il travaille au SNE. Probablement, peut-être, mais les résidents, enfin les internes, ils commenceront peut-être un parcours PAE. Mais on a 3 Tunisiens, les 4 Tunisiens actuellement, qui sont partis en France, mais ils étaient obligés de faire PAE en médecine générale. Ils attendent de valider leur cursus. Il vient de rejoindre le service de Nîmes en France, mais les 3 autres, en fin de compte, Kamlo fait la voie MG, médecine générale. Bon, après, c'est des choix. Hein, c'est des choix. Dans les autres pays, on n'a pas non plus de retour d'expérience, tout simplement parce que jusqu'à, disons, 2012-13, on était très, très peu nombreux. Hein. Je me rappelle, quand j'avais commencé ma carrière HU, je devais être le numéro 24 ou la 25 en Tunisie. Bon, à Lyon, on est très bientôt une cinquantaine. Hein, on a 47 médecins installés. C'était en vogue. Hein, peut-être les séries, peut-être je ne sais pas le phénomène qui fait. Voilà, donc tout le monde va dans la voie publique, mais la voie privée a commencé. De toute façon, c'est allé ça y est, c'est allé chez lui. On sera curieux de voir. Hein, il a inauguré au mois d'avril, donc en 2 chars. On pourra en reparler au prochain forum pour vous dire c'est une perspective réelle ou là c'était une illusion. Oui, Inch'Allah, pour 2023. Absolument. Inch'Allah, Rabbi Yahina. Yatik Saha, Dr. Belkhlil. Les jeunes, si vous avez d'autres questions, vous pouvez profiter de la présence de Dr. Belkhlil pour les poser. Sinon, on ne va pas le retenir encore plus. On a fait le tour. Merci beaucoup pour tous les intervenants de ce soir. Donc, vous avez eu plusieurs spécialités médicales, choix chirurgicales. J'espère qu'on vous a un petit peu aidé à éclaircir certains points pour certaines spécialités. On va essayer chaque soir de rapporter un plus. Voilà, il y a une question, une idée sur les activités para-hospitalières en dehors du système judiciaire. Est-ce que vous êtes sollicité, je complète la question, est-ce que vous êtes sollicité par d'autres domaines? Alors, j'ai pas bien compris d'autres domaines, c'est-à-dire Tahir, tu peux allumer ton micro et parler, il n'y a pas de problème. Tahir, شنو هما les domaines اللي تحب تفهمهم أكثر؟ sur les domaines, donc les vie associatives. Je vois beaucoup d'intervenants dans la médecine légale, dans l'expertise. Je peux parler en arabe, pas de souci. مثلا في الهجرة وفي tout ce qui est que j'ai compris. Tu veux parler des noyades et tout sur le domaine, voilà. Alors, Ahna, je pense que j'ai compris. Alors, Ahna, on est sollicité en dehors de tout ce qui est judiciaire proprement dit, sur ordonnance de magistrat ou elle sur ordonnance sur requête d'avocat. On est sollicité par la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains. Donc, période, les
de proxénétisme, Lubnan, Tawazien, enfin surtout les Tunisiens, mais l'Arabie qui étaient au Philippines, qui étaient sous différentes formes. Il y avait des gens qui sont séquestrés. Donc, on est sollicité pour examiner ces patients, participer à la réhabilitation et à l'intégration sociale. On est aussi sollicité, Michel, avec une association tunisienne, Esma Nebras, qui a une activité spécifique dans la réintégration des survivants de torture, notamment en Tunisie. J'ai le Bachabed qui ont allégué des actes de torture, surtout entre la période 1988 et 1992. Donc, on les examine en dehors du cadre judiciaire. On participe aussi à leur réintégration. Et puis, on a beaucoup d'activités aussi avec FNUAP, qui est le Fonds des Nations Unies pour la population, donc tout ce qui est violence basée sur le genre, en tant que formateur, en tant que aussi consultant. On est actif avec l'ONUDC, donc c'est l'organe des Nations Unies le bureau contre la drogue et le crime. On a beaucoup d'activités aussi avec le CICR, la Croix-Rouge internationale, le Comité international de la Croix-Rouge, notamment en matière de formation. On a eu 2019-2020, Inch'Allah, cette année, c'est planifié un cours africain, donc on va former des médecins légistes, ou des médecins qui vont devenir médecins légistes en Afrique. Donc, on a une très, très large activité de formation, de consulting et avec les associations ONG et les organes onusiens. Là aussi, c'est vraiment prédominant, rien que quand peut-être le choix à Facebook, Dr. Alouche, Dr. Benas, effectivement, il y a beaucoup d'activités là-dedans, évidemment. Natik Saha, Dr. Belkhlil. Je vois que Dr. Mahjoub est avec nous. Je lui cède la parole pour, on va dire, clôturer cette séance d'aujourd'hui. À vous la parole, Dr. Mahjoub. Ok, merci Aïchik Yahoudé. Voilà, merci Dr. Belkhlil. Donc, c'est toujours intéressant donc de vous entendre. Mais vous répondez toujours présent. Merci à tous les intervenants. J'espère qu'on a pu apporter des éclaircissements donc aux résidents par rapport à certaines spécialités. Restez connectés pour les autres soirées. On va répondre, on va faire défiler toutes les spécialités. Et bon courage et bonne soirée. Et à demain, Inch'Allah, yatikum saha.